Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le titre du jour, c'est tout de suite. Dans un communiqué officiel, l'ambassade d'Allemagne en RDC dit suivre de près le cas d'Honorine Porsche, auteur d'un braquage à Kinshasa. L'ambassade promet son assistance consulaire et appelle au respect des droits humains. Et puis l'enseignante Bonnette Elombe est décédée ce lundi des suites d'une courte maladie. Réputée pour sa pédagogie innovante, la mort de cette institutrice a secoué la capitale congolaise. Merci de rester avec nous. Je l'ai dit au sommaire, l'ambassade d'Allemagne en Kinshasa s'est exprimée ce lundi sur l'arrestation d'Honorine Porsche, une citoyenne allemande détenue en RDC après un braquage de banque au cours duquel elle a été victime de violences. Dans un communiqué officiel, la mission diplomatique dit suivre la situation de près et apporter l'assistance consulaire requise et appelle au respect des droits humains. Elle condamne également toute violation présumée et encourage la justice congolaise à faire toute la lumière sur les abus signalés. Toujours dans cette affaire, l'Honorine Porsche, cette ressortissante allemande filmée en train de subir des traitements dégradants de la part des agents en uniforme. Certains estiment que cela pourrait jouer en sa faveur lors de son procès. Nous avons contacté un avocat à ce sujet pour nous éclairer. On regarde. L'affaire du braquage de la Rebanque avait déjà choqué, mais c'est l'arrestation de l'accusée Honorine Porsche qui est devenue le véritable miroir brisé de notre justice. Les images et les témoignages de cette interpellation qui s'est déroulée comme une opération militaire punitive plutôt qu'une simple procédure policière ont soulevé une vague d'indignation nationale. Pourtant, au-delà de ces manquements graves, la question de fond demeure. Les crimes sera-t-il sanctionné malgré l'existence potentielle de vices de procédure qui pourraient vicier l'enquête? L'accusée doit-elle échapper à la justice pour le braquage? Maître Enoch Kionvu défend une ligne ferme en évoquant la théorie de la tentative punissable pour justifier la sanction du crime. En droit, il y a ce qu'on appelle la tentative punissable. Partons du fait que Madame Honorine avait une arme factice. Est-ce que cela enlève pour autant l'infraction des braquages? À main armée, en droit congolais, la tentative punissable désigne la situation dans laquelle une personne commence l'exécution d'une infraction, mais celle-ci ne se réalise pas totalement, soit parce qu'elle a été interrompue, soit parce qu'elle a échoué. Le fondement légal, c'est le Code pénal congolais, livre 1, article 4. Quelle est la sanction pour la tentative punissable? La tentative, elle est punissable comme une infraction consommée. Et quant à Maître Fanfan Mayala, le droit pénal a sérieusement été frustré. Nous voulons rappeler aux éléments de la police et de la FARDC que l'arrestation est un acte de coercion. Il est vrai que c'est le fait d'annihiler matériellement la liberté fondamentale d'un individu pris sur le fait, comme le cas de cette dame-là, d'aller et venir à son gré. Mais ils ne doivent pas perdre de vue que le pouvoir d'arrestation n'existe qu'en matière de crimes, pas pour des faits non infractionnels. Cette nuance est importante, car toute personne arrêtée jouit de la présomption d'innocence et c'est au moment de l'arrestation que l'infraction doit être appréciée. Pas forcément que cette dame honorée est auteur de l'infraction, du simple fait qu'elle a été trouvée dans la banque. C'est au moment de la classification que nous saurons si l'infraction supposée sera retenue à sa charge. Entre l'impératif de la sanction du crime et les garanties fondamentales de l'état de droit, l'affaire Honorine Porsche est un véritable test pour notre système judiciaire. C'était là un élément de Bébira Bokola. Et puis cette triste nouvelle qui a frappé Kinshasa, le décès de la célèbre enseignante Bonnette Elombe, survenu en fin de matinée des suites d'une courte maladie. C'est à l'école CPK Yolo Sud qu'elle s'était fait remarquer, notamment pour sa méthode d'enseignement peu conventionnelle mais extrêmement efficace, car elle combinait chant, danse et jeu pour captiver les élèves. On regarde. Bonnette Elombe, enseignante passionnée et très appréciée, est décédée ce matin à Kinshasa à des suites d'une maladie. La nouvelle de sa disparition a profondément bouleversé ceux que l'on connu tant dans le milieu éducatif que sur les réseaux sociaux. Connue pour son approche pédagogique originale et pleine de vie,
celle qu'on appelait Madame Elombe par ses élèves, s'était fait remarquer à l'école CPK Yolo Sud où elle enseignait avec passion. Grâce à l'intégration de danse, de chant et d'activités ludiques dans ses cours, elle avait su captiver les enfants et créer un environnement d'apprentissage joyeux et apaisant. Cette méthode unique a rapidement attiré l'attention du public. Devenue virale sur les réseaux sociaux, elle a également été mise en lumière par les médias, y compris des chaînes internationales comme TV5 Monde. Sa disparition a profondément touché de nombreuses personnes. Elle laisse derrière elle l'image d'une éducation passionnée, créative et dévouée à l'épanouissement des enfants. Le trafic ferroviaire entre Kinshasa et Matadi a repris de façon officielle. À l'occasion, un voyage inaugural a été organisé par l'Office national des transports ONATRA. C'était ce week-end. Les premiers voyageurs ont salué le confort exceptionnel du trajet, mettant en valeur la modernité des équipements et la qualité des services proposés. On regarde. Le trafic ferroviaire entre Kinshasa et Matadi a officiellement repris ce samedi 18 octobre 2025 avec un voyage inaugural organisé par l'Office national des transports, ONATRA. Aux couleurs du drapeau national, le train a quitté la gare à 7 heures précises. À bord, les premiers passagers ont salué un confort inédit, expliquant la modernité et les prestations offertes tout au long du trajet. D'abord, on vous offre par rapport à votre ticket, on vous donne de quoi manger. Et puis à l'intérieur, il y a un service traiteur. Donc si vous avez besoin de manger, donc il y avait tout à l'intérieur. Avec des billets tarifés à $25 pour la classe standard et $50 pour la classe VIP, les passagers ont bénéficié d'un repas et des boissons servis à bord. L'équipement comprend également une connexion Wi-Fi, une première dans le pays pour un train de cette envergure. Les billets pour la classe de luxe, c'est à $50. Pour toutes les autres classes, c'est à $25. Le train relancé a prévu 8 arrêts entre Kinshasa et Matadi avec pour objectif de réduire progressivement la durée du trajet à moins de 8 heures. Le samedi, l'arrivée à Matadi a eu lieu à 17h45, marquant une ponctualité remarquable pour cette première liaison. Par ailleurs, d'autres trains sont actuellement en cours d'acheminement afin de renforcer l'ONATRA. Ces nouveaux engins permettront d'augmenter la fréquence des dessertes et de mieux répondre à la demande croissante des passagers. Et puis, en tournée dans le nord-ouest du pays, le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, multiplie les descentes de terrain dans les provinces de la Mongala et du sud Ubangi. Objectif, évaluer les infrastructures économiques, relancer la production locale et désenclaver les circuits commerciaux de distribution intérieure, un élément de Harris Mbenga. En mission officielle dans le nord-est du pays, le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, poursuit une vaste tournée d'évaluation économique à travers les provinces de la Mongala et du sud Ubangi. Objectif, relancer les dynamiques locales et valoriser les potentialités productives des territoires. Le vendredi 17 octobre, il a entamé son itinérance à Lissala, chef-lieu de la Mongala. Sa première étape a eu lieu au port de l'Office national des transports de l'ONATRA, où il a constaté un stock important de sacs de maïs et des produits vivriers en attente d'expédition vers Kinshasa, preuve tangible du potentiel agricole local. Il s'est ensuite rendu à la dynamique provinciale de l'économie nationale pour échanger avec les agents et cadres de son ministère dans la mise en œuvre des politiques économiques à l'échelle provinciale. La troisième étape l'a conduit aux installations de l'Office des voiries et drainages, où il s'est enquis des moyens à disposition pour lutter contre les érosions, l'un des défis majeurs de la ville. Daniel Mukoko Samba a poursuivi sa descente au marché central de Lissala afin d'évaluer le climat des affaires et l'impact de la volatilité du taux d'échange sur les prix des denrées de première nécessité. En périphérie, il a visité un parc à bois de bouture de manioc, illustrant les efforts locaux pour développer des filières agricoles résilientes à forte valeur ajoutée. Sa tournée s'est clôturée par une rencontre de concertation avec les opérateurs économiques, l'AFEC, l'Association des femmes rurales, autour des stratégies de redynamisation du commerce intérieur et de soutien à la production locale. Au lendemain, le ministre en charge de l'économie nationale a poursuivi sa mission dans la province voisine du sud Ubangi. Le dimanche 19 octobre, il a quitté Gemena pour Bois-Manda
avant de se rendre au port fluvial de Mogalo dans le cadre de sa tournée d'évaluation des infrastructures économiques et logistiques locales. Ces descentes s'inscrivent dans la continuité de la démarche sur terrain axée sur le désenclavement économique et la relance des circuits de distribution régionaux. Daniel Mukoko Samba achèvera son séjour à Guémena ce lundi 20 octobre 2025 par 2 visites majeures. Le centre de développement intégré CDI de Bois-Manda et INERA Boketa, un centre de recherche agricole situé à 12 km de la ville. À travers ce périple, le vice-premier ministre en charge de l'économie confirme la volonté du gouvernement de rapprocher l'action économique nationale des réalités du terrain en plaçant la relance locale au cœur de la stratégie de croissance inclusive du pays. Et puis la ville de Béni au Nord Kivu s'apprête à inaugurer la délivrance de passeports biométriques. Le gouverneur militaire, le général-major Évariste Somo Kakule, a confirmé que les équipements sont déjà en place et que le service va bientôt démarrer, offrant ainsi aux habitants un accès simplifié aux documents de voyage. Abigail Olombo. Le général-major Évariste Sombo Kakule, gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, a annoncé le lancement imminent du processus d'obtention de passeports biométriques. Il a précisé que les équipements nécessaires sont déjà installés à Béni et que l'opération pourra bientôt commencer dans cette ville, chef-lieu provisoire de la province. Cette initiative représente une avancée majeure pour les habitants de la région, qui bénéficieront d'un accès simplifié aux documents de voyage. Et les autorités locales ont promis de communiquer rapidement sur la date d'ouverture du service afin d'assurer une transition efficace pour la population. Les Bénis sont donc invités à suivre de près les prochaines annonces officielles pour obtenir des informations détaillées sur le processus d'obtention de passeports. Par ailleurs, la mise en place de ces services s'inscrit dans une volonté plus large des modernisations de l'administration publique dans la province. En facilitant l'accès aux passeports, les gouvernements espèrent non seulement répondre aux besoins des citoyens, mais aussi renforcer les capacités de mobilité et de sécurité au sein de la région. Et cette initiative pourrait également contribuer à stimuler les échanges et les développements économiques en permettant aux habitants de voyager plus facilement tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Et puis, Jacquemin Chabani-Louko a eu un moment d'échange avec les membres du bureau de l'Assemblée provinciale du Kwango. C'était le samedi 18 octobre. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a également reçu le gouverneur Willy Bitisila, à qui il a donné quelques orientations pour la bonne marche de la province. On regarde. Dans l'objectif de garantir la stabilité des institutions provinciales, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemin Chabani-Louko, a reçu ce samedi 18 octobre 2025 les membres du bureau de l'Assemblée provinciale du Kwango ainsi que le gouverneur Willy Bitisila. Au cœur de cet échange, la pétition initiée par des élus provinciaux contre certains membres du bureau, notamment les présidents et les questeurs. Le VPM a d'abord échangé avec les membres du bureau délibérant, à qui il a recommandé de favoriser un climat de paix au sein des institutions publiques. L'autorité nous a écoutés attentivement et il nous a prodigué des conseils et nous nous sommes dit, est-il que nous avons commencé la procédure, nous sommes une famille, on a privilégié la paix sociale. Il ne fallait pas qu'on puisse brûler notre propre case. On s'est décidé de travailler ensemble pour atterrir en douceur. Et l'autorité nous a prodigué des conseils pour rester dans cette unité que veut le chef de l'État. Chabani-Louko a également reçu le gouverneur Willy Bitisila, à qui il a donné des orientations pour la bonne marche de la province et des questions susceptibles de favoriser la stabilité dans cette région. Nous sommes venus en consultation sur appel de son Excellence, Monsieur le Vice-premier ministre en charge de l'Intérieur. Nous venons d'échanger longuement et positivement sur la situation qui prévaut à l'Assemblée provinciale de notre province, le Kwango. Nous avons à notre niveau exposé la situation et maintenant, évidemment, nous laissons le temps à son Excellence, Monsieur le Vice-premier ministre, pour pouvoir voir dans quelle mesure
la situation qui prévaut dans le Kwango pourra être décantée. Le VPMA a appelé l'organe délibérant à favoriser un climat de paix, ainsi que toute démarche légale à s'y passer dans le calme pour favoriser la tenue prochaine du forum de paix dans le Kwango. C'était là un élément de Dodi Bambi. Outre les travaux champêtres, les bâtisseurs du service national construisent une nouvelle cité à Kanyama-Kasese. La cité s'appellera Mandala City, où sera notamment construit le bureau du président de la République. Récit avec Nadia Mamboso. C'est une nouvelle cité qui sort de terre en plein Kanyama-Kasese dans la province du Haut-Lomami. Elle a été baptisée Mandala City. À cet endroit seront bientôt érigées des villas bien équipées, une salle de conférence, une piscine, un terrain de tennis, une salle de sport, cerise sur le gâteau, un bureau présidentiel. Kanyama-Kasese devient de plus en plus attrayant. Nous avons de plus en plus de visiteurs de marque, commençant par le président de la République, commandant suprême. Nous nous anticipons déjà, nous disons, si jamais il arrivait ici, il dit, bon, voilà, je vais tenir une réunion. On tient la réunion où? Dans une tente? Non. Ou dans nos vieux bâtiments? Non. On lui crée quand même les conditions. C'est lui, commandant suprême du service national. Il peut venir ici à tout moment. Il improvise une réunion, on veut quand même créer les bonnes conditions de travail du commandant suprême et des autres autorités. Le général Kasungu Kabwik veille à chaque détail. Non loin de là, un centre hospitalier a été construit, les équipements ont déjà été livrés et seront bientôt installés. 2 ambulances ont même été mises à disposition, tout pour des soins de santé de qualité en faveur des bâtisseurs. Et puis le week-end dernier, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, a lancé officiellement les travaux préparatoires de la conférence budgétaire pour l'exercice 2026. Parmi les personnalités présentes à cette importante activité, on a noté la participation remarquée de Gérard Kaja, directeur chargé des missions de la DGRK, qui a représenté cette entreprise en regard. Ce jeudi 16 octobre 2025, à la salle de banquet de l'hôtel Rotana, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, a lancé officiellement les travaux préparatoires des conférences budgétaires pour l'exercice 2026. C'est avec une profonde solennité, empreinte de responsabilité et d'engagement citoyen, que je prends la parole aujourd'hui. Dans ces cadres prestigieux, à l'occasion du lancement officiel des conférences budgétaires de la ville de Kinshasa pour l'année 2026. Honorables mesdames et messieurs les distingués invités, ces assises marquent une étape décisive dans le processus de planification budgétaire avec pour finalité la prolongation du deuxième édit budgétaire de notre mandat 2024-2028. Elles s'inscrivent dans le respect scrupuleux du décret sur la gouvernance budgétaire qui prévoit un calendrier permanent et opérationnel garant de la discipline et de la transparence sur la gestion de finances publiques. Les conférences budgétaires visent à assurer la conférence, la soutenabilité et la crédibilité de prévisions budgétaires en alignement avec les 11 axes du programme d'action du gouvernement provincial intitulé Kinshasa et Zobo. La société civile, dans son rôle d'observateur critique, est entendue pour garantir la transparence. Le ministère provincial en charge du plan, budget, tourisme, emploi, transport et mobilité urbaine mènera des échanges avec les partenaires techniques et financiers afin de combler les gaps et finaliser la préfiguration budgétaire. La participation effective à ces conférences est une condition sine qua non pour l'intégration des crédits dans le projet de vie budgétaire 2026. Le gouvernement provincial s'engage à respecter le délai constitutionnel pour le dépôt du projet au bureau de l'Assemblée provinciale. Honorables mesdames et messieurs, distingués invités, dans un esprit de rigueur, de collaboration institutionnelle et d'anticipation, je déclare officiellement ouvert les travaux de conférence budgétaire qui a lieu de Kinshasa pour l'exercice 2026. Je vous remercie. Parmi les personnalités présentes à cette importante activité, on a noté la participation remarquée
de Gérard Kaja, directeur chargé de mission de la DGRK. Sa présence symbolise l'implication directe de cette structure clé dans la définition des priorités budgétaires et la mobilisation des recettes de la ville-province. Nous avons mis en place l'innovation avec la digitalisation. Nous pensons que nous allons donner à Kinshasa les moyens nécessaires qu'il a besoin pour son développement. Kinshasa a un grand potentiel pour lequel la DGRK doit multiplier les efforts ensemble avec tous les régies et des réformes nécessaires que nous allons faire pour que ce défi-là soit relevé. La DGRK, en tant qu'organe chargé de collecter les ressources financières nécessaires au bon fonctionnement de la ville, joue un rôle capital dans le financement des projets urbains, des infrastructures et des services publics. Cette session marque une étape cruciale dans le processus de planification budgétaire, avec un accent mis sur la transparence, la redevabilité et la participation des institutions financières de la ville. En somme, la présence de Gérard Kaja témoigne de l'engagement de la DGRK à soutenir la vision du chef de l'exécutif provincial en matière de gouvernance financière. Et puis ce lundi 20 octobre marque la célébration de la journée mondiale contre l'ostéoporose, une maladie du squelette caractérisée par une diminution de la masse et de la qualité osseuse qui rend les os plus fragiles et augmente le risque de fracture. Stéphanie Pagna nous en dit plus. Le lundi 20 octobre, le monde célèbre la journée mondiale contre l'ostéoporose. Cette journée est consacrée à la sensibilisation de la population mondiale aux maladies squelettiques et métaboliques. Cette année, le maître mot est sensibilisé puisque cette maladie est trop peu connue et diagnostiquée. Et cette maladie a comme raison la baisse de production d'œstrogènes, n'épargnant ni jeunes ni vieux. Par ailleurs, certains cancers et leur traitement peuvent aussi affaiblir les os. L'examen de référence pour la diagnostiquer reste radiologique pour mesurer la densité minérale osseuse. Et cette maladie demande également une alimentation équilibrée, riche en calcium et en vitamine D, d'où l'excès de sel et de caféine sont à limiter. À savoir, la marche et la danse aident également à renforcer les os. Le tabagisme est un facteur de risque à éviter. Et réduire le risque de chute en aménageant son domicile et en portant des chaussures stables est d'une grande nécessité pour les personnes vivant avec cette maladie. Et puis dans le cadre des festivités du cinquantenaire du combat Ali et Foreman qui sera célébré le 30 octobre prochain, le boxeur américain Mike Tyson est à Kinshasa depuis le week-end dernier. Sa présence était à la clé de quelques activités organisées à Kinshasa. Bienvenue Famba nous fait le récit. Arrivé à Kinshasa le week-end dernier, pour les festivités du mythique combat du siècle ayant opposé Mohamed Ali et George Foreman en 1974, l'ancien champion du monde Mike Tyson a été accueilli chaleureusement par le public congolais. Conduit dans un hôtel de la place, 24 heures après, il était devant la presse. Très souriant, le boxeur américain a déclaré « Je suis très chanceux d'être en République démocratique du Congo où je tire une partie de mes origines. » Tata Raphaël entre Mike Tyson et le boxeur congolais. Il a découvert qu'il était du Congo. Avant son départ, une rencontre a été organisée entre Mike Tyson et les boxeurs congolais. Moi j'étais ici à Kinshasa, j'avais 15 ans. Et aujourd'hui, je sais bien que Foreman disait en anglais I am of the Foreman is the planet. C'est-à-dire je suis un homme fort de la planète, mais il a été battu par Mohamed Ali au 8e round. Ce cinquantenaire était un moment historique pour les gens qui ont vécu ces combats en 1974. À signaler, le point d'orgue de ces cinquantenaires sera la rebaptisation du stade Tata Raphaël au stade Mohamed Ali et George Foreman. Et toujours en marge du cinquantenaire du combat du siècle, plusieurs Congolais ont réagi sur la rebaptisation du nom du stade Tata Raphaël au stade Ali Foreman. C'était au micro toujours de Bienvenue Forme. L'idée semble être bonne. Elle semble être bonne pour essayer d'immortaliser ceux qui ont combattu sur ces stades dans le bon moment de notre pays, quand le taux était encore très bon et favorable et l'économie était si bonne. Mais il y a une chose. Bon, quand on regarde par rapport à la jeunesse congolaise et ceux qui ont fait Ali et Foreman, qu'est-ce qu'ils ont fait? Absolument rien.
Mais Tata Raphaël, c'est une image de l'éducation dans ce pays. Il a initié la construction de plusieurs écoles, dont je cite Elikia, collège Elikia, et même le collège Saint-Raphaël, et même le stade en question, voire même le quartier aux environs du stade. Donc, débaptiser directement, enlever son nom pour mettre Ali Foreman, je dirais en termes simples, ça paraît être injuste, parce que lui, il a contribué à l'éducation sportive même et l'éducation nationale de ce pays. Voilà. Pile makasi balongola kombo ya Tata Raphaël wana bacha Mohamed Ali po kombo wana kombo basalaki sere wana malgré tout ozaki bana mike mais matisaki penza pays na niveau moko ya niveau international il faut bacha kaka nani Foreman elongola Tata Raphaël po Tata Raphaël tozana ressemblance moko ya image moko te il faut bacha kaka Mohamed Ali nde ça la bien nde ceci nanga yango wana. En tout cas, je suis contre parce que les stades existent depuis de très longues années. Alors, on n'a pas changé les noms. Pourquoi seulement à cet événement qu'on change les noms? Pour moi, c'est non important. C'est inopportun, disons. On ne change pas les noms parce que Foreman et Ali se sont battus là-bas. Donc, ce n'est pas bien. Qu'on garde les noms de Tata Raphaël parce que c'est l'homme orchestre qui a même construit les stades de Tata Raphaël. Les avis sont partagés. Toujours en sport, le FC Saint-Éloi Lupopo de Guy Bukasa a battu les Sud-Africains d'Orlando Pirates lors du deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions de la CAF le dimanche 19 octobre 2025 au stade Kibasa Maliba sur le score sans appel de 3-0 but. Bienvenue Famba. C'était une démonstration de force des hommes de Guy Bukasa qui ont battu les Sud-Africains d'Orlando Pirates par 3-0 le dimanche 19 octobre lors du deuxième tour des interclubs de la CAF au stade Kibasa Maliba. Une véritable leçon de football portée par un 12e homme brillant. Lupopo a rapidement pris l'avantage grâce à Kasha Lawanet, buteur dès la 3e minute de jeu, un but qui a psychologiquement affecté les Sud-Africains d'Orlando Pirates jusqu'à la pause. En seconde période, les deux équipes tentent d'accélérer, mais ce Lupopo dans un grand jour va doubler la mise grâce à une frappe splendide de Draman Kumbu à un coup franc mal repoussé de AG Basiala. À 2-0, le stade Kibasa Maliba explose de joie. Et pour couronner la soirée, la pépite Jean-Benoît Tukumbane clôture la messe en inscrivant le 3e but dans les dernières minutes. Avec ce succès, Lupopo devient le seul représentant congolais à s'imposer à domicile après les matchs nuls de Maniema Union et de AS Simba. Grâce à cette belle victoire, les Lumpa peuvent espérer une qualification directe pour la phase de groupe de la compétition. Ce journal est terminé, je vous rappelle les titres. Dans un communiqué officiel, l'ambassade d'Allemagne en RDC dit suivre de près le cas d'Honorine Porsche, auteur d'un braquage à Kinshasa. L'ambassade promet également son assistance consulaire et appelle au respect des droits de l'homme. Et vous avez également vu l'enseignante Bonette Elombe décédée ce lundi des suites d'une courte maladie. Réputée pour sa pédagogie innovante, la mort de cette institutrice a secoué la capitale congolaise. Merci de nous avoir suivis. L'actualité reste en continu sur votre chaîne.